Chapitre 45. On dirait un panda. Il y a 9 mois de cela, un spermatozoïde a fécondé un ovule de ta mère. Cette dernière n'a jamais été en contact avec un mâle. Elle a été inséminée. Un homme lui a profondément enfoncé un bras dans l'anus et un long tube appelé paillette dans le vagin pour aller déposer dans son utérus de la semence de taureau qu'il avait achetée. La main dans l'intestin sert à guider la paillette vers sa destination. C'est le matin. Tu es sur le point de naître. Tu sens les contractions s'intensifier. Elles ont débuté il y a 6 heures environ. À présent, elles sont plus proches et beaucoup plus fortes. Tes pattes avant commencent à sortir. On y attache une chaîne de velage et on te tire. On te tire vers ta naissance. On te tire hors de la tiédeur de ta mère. On te tire en direction de l'inconnu. Tu te retrouves sur de la paille. De la paille, tu ne sais pas ce que c'est, bien sûr. Tu ne sais encore rien de ce monde. Et quoi qu'il en soit, tu n'es pas destiné à en apprendre grand-chose. Tu viens de naître dans une petite pièce de velage en briques rouges, dans laquelle ta génitrice a été isolée pour cet événement. D'un seul coup, les sons deviennent étranges, bien plus forts et différents, car ils ne sont plus étouffés. Tu reconnais pourtant la voix de celui qui s'approchait souvent de ta mère quand tu étais dans le ventre de celle-ci. Il s'exclame sur un ton amusé. « Bah, ça alors? On dirait un panda ?» Un homo sapiens vient de s'adresser directement à toi. Ce sera presque la seule fois de toute ta vie. Sont noires tes 2 oreilles, 2 grosses taches ovales autour de tes yeux et tes 4 pattes. Tout le reste est d'un blanc pur. Cette disposition de couleur te donne en effet l'apparence d'un panda. L'éleveur se penche pour te percer les pavillons avec un outil afin de t'y accrocher des étiquettes en plastique. À chaque pincement, tu ressens une douleur. Chacune est brève, mais effrayante dans le contexte déjà générateur de stress de ta naissance. Tu portes le numéro 3388 dans l'élevage intensif Pierre Morageau. Ta mère est identifiée par le numéro 2712. Ce travail fait, l'homme s'en va. Le colonel se toucha le front et s'assit sur son lit. Même si subjectivement ce phénomène paraissait pour lui avoir duré 3 ou 4 minutes, jusqu'à ce point, l'injection de ses pensées dans son cerveau s'était déroulée en une fraction de seconde. Pour autant, les souvenirs de cette naissance étaient en lui si clairs et semblaient si réels qu'il ne put s'empêcher de regarder ses bras et jambes pour vérifier qu'il n'était pas dans le corps d'un veau. Portant ses mains à ses oreilles, il constata qu'on ne venait pas de les percer. Son pavillon droit était toujours couvert par un pansement et le gauche n'avait rien de particulier. « Qu'est-ce que ce putain de truc? Comment expliquer que de tels souvenirs se fussent un jour inscrits dans ma tête ?» Il n'eut pas le temps d'y penser plus que cela, car l'injection d'engramme reprit. Les affres de l'inquiétude assiègent ton jeune cœur, mais heureusement, ta mère commence à te lécher et tu en éprouves un édénique plaisir. La tendresse exprimée par ses coups de langue soulage le bouleversement de ta venue au monde. La déconcertante transformation des sons, les changements de température et de lumière, la sensation de ton poids, les contacts inconnus sur ta peau. Comme tous les nouveau-nés de toutes les espèces, tu as soudainement été extirpé d'un univers plus douillet. Le liquide amniotique qui trempe ton corps te rend tout luisant. Moins de 5 minutes plus tard, tu es déjà sur tes pattes. Ta mère continue à te lécher. Elle est tellement heureuse de prendre soin de toi. Comme toi, elle est noire et blanche. Sa tête est entièrement noire, sauf une petite tache blanche sur le front en forme de losange, presque parfait. Elle frotte délicatement sa joue contre ton corps menu qui chancelle encore sur ses jambes de nouveau-né. Sa tendresse est une si douce félicité. Quelque chose en toi te pousse à chercher sa mamelle. Tes lèvres atteignent déjà un crayon. Tu têtes goulûment le colostrum, ce liquide riche en protéines qui précède l'arrivée du lait. Ta mère est tout ce dont tu as besoin. Nourriture, protection et amour. Pour l'instant rassasié, tu prises ses phéromones affectueuses, ses coups de langue et les caresses de son museau en fermant les yeux de plaisir. Pour le moment encore, tu es un taurillon, un petit taureau. Tu n'as que 30 heures, un peu plus d'un jour seulement, quand survint la première grande violence de ta si courte vie. Un homme te soulève, te couche sur le flanc dans une brouette et t'emporte loin de ta mère. Les meuglements de cette dernière glacent les tréfonds de ton âme tendre, car ce sont les cris d'une déchirante détresse. Celle qui t'a donné le jour a aussi exhalé une soudaine bouffée de phéromones d'angoisse. Tu le sais, parce que tu connais déjà les bases de communication des tiens. La brouette est dure et des soubresauts te secouent douloureusement. Les plaintes de ta mère s'éloignent.
mais ils sont toujours bien distincts. Tu essayes de te redresser. Ce n'est pas facile, tes sabots glissent dans la brouette. De toute façon, l'homme s'arrête. Il te soulève de nouveau pour te reposer cette fois sur une surface métallique parmi 3 enfants bovins du même âge, qui sont tout aussi tremblants de peur que toi. Vous êtes dans la benne d'un camion dont le pot d'échappement pue l'enfer. Un dernier bébé est lancé près de vous. Puis la bétaillère démarre. Tandis que le véhicule roule à vive allure sur une large route, une bâche faceille et claque au-dessus de vos têtes. Le plus vieux d'entre vous n'a que 40 heures. Vous êtes tous des enfants terrorisés. Les répugnantes émanations du moteur ont remplacé les rassurantes senteurs de vos mères. Vos sabots n'adhèrent pas sur le métal vibrant, vous ne parvenez pas à rester debout. Vos ventres glissent dans les virages qui vous tassent tantôt d'un côté de la benne, tantôt de l'autre. Les trépidations, les secousses, les bruits, les puanteurs emportent vos cœurs dans un sur-régime douloureux et déversent des flots d'adrénaline dans vos veines. Tu ne penses qu'à ta mère. Tu y penses si fort qu'en mémoire tu sens l'odeur de son souffle tiède, sa douceur, ses coups de langue, sa joue qui caresse tes flancs et ton cou, son gros museau sur le tien tout petit, et tu revois ses grands yeux qui te fixent avec une tendresse infinie. Vous ne cessez tous les 5 d'appeler celle dont on vient de vous séparer pour toujours. Vous êtes en train de subir la première des horribles violences de votre existence. Existence heureusement brève, car elle sera seulement une suite de souffrances. L'emprise mentale se retira. Ah !» cria le colonel en se renversant sur son lit. Pas plus de 2 secondes s'étaient écoulées depuis l'injection du premier flot de souvenirs. L'entracte ne dura que la moitié de ce temps seulement. Un 3e train d'engramme atteignit l'esprit d'Elijah Floyd. Le camion ralentit. Il arrive à destination. L'immense centre d'engraissement est tari. C'est une vaste étendue de terre, aussi stérile qu'un terrain sur la Lune, sur lequel sont alignés des minuscules abris en plastique blanc. Chacun d'eux est équipé d'un enclos grillagé encore plus petit. L'un plus l'autre n'atteignent pas 2 mètres carrés. 2 homo sapiens, que tu vois pour la première fois, vous sortent de la benne et vous portent à bras le corps pour vous poser chacun à l'intérieur d'une de ces prisons. Tu occupes la place C270. Sur ta gauche et sur ta droite, tu reconnais un de ceux qui ont fait ce voyage avec toi. Vous vous êtes connus dans le camion. Le sentiment de vous savoir moins isolé et heureux, mais les grilles qui vous séparent vous empêchent d'avoir des contacts autres que visuels. La peur est l'émotion dominante en toi et ta mère te manque cruellement. Tu vois et tu sens aussi que c'est pareil pour tes voisins. Partager la même détresse a un double effet. Avoir conscience de ne pas être seul pour affronter l'inconnu te réconforte un peu. Mais toutes ces paniques que tu ressens si fortement apportent du carburant à la tienne. Ces yeux terrorisés que tu croises et ces corps qui tremblent semblent te confirmer qu'il y a des raisons d'avoir peur. Tu as faim. Un humain passe d'un pas rapide dans ta travée pour accrocher un biberon au grillage de chacune de vos petites prisons. Tu têtes goulûment. C'est du colostrum. Ce serait une coïncidence extraordinaire que ce liquide soit en partie constitué de celui de ta mère. Ici, pour des raisons pratiques, tout est centralisé. Peu à peu, le monde s'assombrit pour s'estomper dans l'obscurité. C'est la 2e nuit que tu vis. Ce soir apparaissent les étoiles. Tu humes l'enchevêtrement indémêlable des milliers d'effluves bovins émis par tous ceux qui sont là, en enfer comme toi. S'ajoutent à cela les odeurs produites par les êtres humains, surtout par leurs moteurs. À ta gauche, un peu en hauteur, les lumières artificielles de leurs habitations et dépendances. Une certaine quiétude règne, car ils ne se montrent pas. Le monde va-t-il rester ainsi ? Ou va-t-il reparaître dans la clarté ? Tu n'en sais rien. Même un être humain de ton âge ne pourrait répondre à cette question, qu'il ne saurait pas non plus se poser d'ailleurs. Tu es fatigué, ton corps s'endort, et toi avec. Dans tes cauchemars, tes sabots glissent sur du fer qui vibre. Tu tombes, une bâche menaçante s'agite bruyamment autour de toi et une odeur nauséabonde monte à l'assaut de tes naseaux. Le matin, tu es à l'extérieur de ton petit abri. À travers les barres galvanisées qui t'emprisonnent, tu observes 2 hommes qui s'activent sur ton voisin de gauche. Tu te demandes ce qu'ils lui font. Ils l'ont sorti de son enclos pour le poser sur la terre. L'un d'eux le force à rester allongé sur le flanc, le plaquant au sol, avec un genou et les 2 mains. L'autre entreprend d'utiliser un outil appelé élasteur, pour enfiler un anneau élastique autour du haut de son scrotum.
Ceci aura pour effet d'écraser les vaisseaux pour stopper la circulation sanguine des testicules, causant ainsi la mort des tissus. La mise en place de ce dispositif de castration est rapide. Ils reposent ton compagnon dans son enclos et viennent vers toi. Tu ne sais évidemment pas ce qu'ils font. Cependant, tu as entendu ton voisin meugler de terreur. Alors tu t'enfonces dans ton abri, mais une main t'attrape par une patte et te tire à l'extérieur. « Ah bah on va tuer les couilles d'un panda, tiens !» dit une des voix. L'autre rit. 7 minutes plus tard, tu es replacé à ton tour dans ta prison. L'élastique de castration qui étouffe tes gonades est douloureux. Dans quelques jours, tu ne seras plus un taurillon, mais un bouvillon. Adulte, tu ne seras pas un taureau, tu seras un bœuf. Toi et les autres, vous avez subi cette mutilation pour éviter que la testostérone vous rende moins docile, moins soumis, moins aisément manipulable. Au pire, elle aurait même pu vous donner un caractère résolument non coopératif, voire agressif. Les esclaves qui se révoltent nuisent au rendement. De plus, l'absence de cette hormone mâle offre une répartition musculaire qui profite aux morceaux dits nobles. En d'autres termes, vous serez plus goûteux. L'espèce humaine aspire à vous voir prendre le maximum de poids en un minimum de temps, en consommant le moins possible de nourriture pour chaque kilogramme gagné. Si vous êtes immobilisé dans cet espace si réduit, c'est pour éviter que votre alimentation soit gaspillée en énergie de mouvement, pour qu'elle produise majoritairement de la masse. Ce qu'on attend de vos mères, c'est du lait. Ce qu'on attend de vous, leurs fils, c'est votre chair. Tu pèses aujourd'hui 42 kilos. Tes propriétaires exploitants te feront grossir de 800 grammes par jour au minimum. Selon le moment de l'année, cette prise de poids quotidienne pourra atteindre plus d'1 kilo. Tu es un bébé. Il y a 50 heures, tu étais encore dans le ventre maternel. L'élastique qui étrangle tes testicules te fait mal. Tu as peur. Ta mère te manque. Alors, comme ton voisin, comme tous les enfants d'ici, tu l'appelles et tu pleures. Le jour décline. Bientôt, dans l'obscurité qui s'épaissit, tu entends la cacophonie des centaines de meuglements et tu sens le tohu-bohu olfactif de toutes ces présences qui libèrent des phéromones d'angoisse. Vos courtes existences sont méticuleusement programmées. Vos sorts sont scellés. Le moment de votre trépas est même prévu bien avant votre naissance. Votre passage dans le couloir de la mort est planifié. Votre chair et votre peau sont déjà réservés par les commerces de viande et par les tanneries. Il n'y a là aucune raison de s'en émouvoir, vous diront consommateurs et consommatrices. Le lion mange la gazelle, c'est ainsi. Certains ajouteront, avec une mimique fataliste soulignant la pertinence du propos, que les végétaux souffrent aussi. Le lendemain, plus de biberon. On a accroché une auge en forme de seau à la grille. Il contient du lait de vache en poudre dilué dans de l'eau. Pourquoi ne pas t'avoir laissé avec ta mère alors, puisque c'est pour finalement te donner du lait de ton espèce? Parce que c'est plus simple de contrôler ta ration de cette manière. Il est très important pour l'industrie de la chair de maîtriser ton TVM, taux de viande maigre. C'est le ratio de la quantité de viande par rapport au poids total de la carcasse. Pour l'optimiser, on immobilise l'enfant pour qu'il ne fasse rien d'autre que de transformer le fourrage en chair. Mais il convient de faire attention de ne pas trop l'alimenter pour éviter qu'il ne fabrique aussi de la graisse. La machine à convertir des protéines végétales en protéines animales doit être nourrie juste ce qu'il faut. Tant pis si elle est frustrée, car combler sa faim n'est pas la faim. C'est pour cette raison qu'on ne te laisse pas téter ta mère. Tu prendrais trop de son lait. Jusqu'à ta mort, tu vivras avec cette faim. Mais bientôt, une privation bien plus douloureuse te la fera presque oublier. Ce n'est pas facile de boire dans l'auge, mais tu n'as pas le choix. Tu absorbes ce mélange qui contient encore un peu de colostrum. Le lait de ta maman était tellement meilleur, et le boire à cette rayons était tellement plus réconfortant. Mais tu as faim, alors tu te contentes de ça. Tu regardes 2 hommes qui s'éloignent sur ta gauche. À bord d'un petit véhicule, ils distribuent le liquide aux autres prisonniers. L'un conduit, tandis que l'autre, debout dans la benne, pose les seaux dans l'emplacement prévu à cet effet. Tu entends leur voix, car ils ne sont pas très loin. Comment pourrais-tu savoir qu'ils parlent de GMQ? Gain moyen quotidien. Il s'agit de la moyenne de la prise de masse par jour, qui est exprimée en grammes. Ils discutent aussi de lycée,
indice de consommation. Cet indice mesure la quantité de fourrage à fournir pour obtenir un gain de poids d'1 kilo. C'est très important pour l'éleveur de maîtriser l'IC. Il faut l'abaisser le plus possible afin d'optimiser les coûts alimentaires. Comme on l'a vu, l'un des moyens de réduire l'IC est de confiner les animaux dans des surfaces suffisamment petites pour les empêcher de bouger, car les mouvements dépensent de l'énergie qui gaspille une proportion de nourriture non convertie en production de viande. Minimiser l'espace des machines à chair diminue également les frais d'investissement des installations de détention. Donc, tout converge. Moins les esclaves ont de place, plus c'est rentable. Il faut appliquer cela autant que possible, c'est-à-dire à l'extrême limite au-delà de laquelle il en succombe trop à cause des souffrances induites. En procédant par essai, on a trouvé cette limite pour chaque espèce. Pour les poules pondeuses en batterie, c'est la surface d'une feuille A4. En ce qui vous concerne, tant que vous n'excédez pas 150 kg, vous vivez dans 1,5 mètre carré. Entre 150 et 220 kg, vous aurez 1,7 mètre carré. Et dépasser les 220 kg vous donnera droit à 1,8 mètre carré. N'oublie pas que le lion mange la gazelle, c'est la vie. Les jours suivants, tu fais connaissance avec tes 2 voisins. Tu apprends qu'eux aussi pleurent leur mère, et qu'ils ont mal aux testicules, qu'ils ont faim, et qu'ils s'ennuient mortellement dans le rectangle d'1,5 mètre carré. Quand on vous apporte votre nourriture, vous vous jetez dessus, autant par appétit que parce qu'il n'y a rien d'autre à faire pour se distraire. Petit à petit, la frustration la plus éprouvante que vous allez connaître durant ce qu'il vous reste à vivre commence à se manifester. Le manque de fer. En effet, pour que votre chair soit claire, ce qui plaît aux consommateurs, on vous anémie volontairement, en vous donnant une alimentation pauvre en cet oligo-élément. Au bout de 2 semaines, vos testicules nécrosés se dessèchent et tombent. Cette source de douleur avait peu à peu disparu. Ton voisin à ta droite est presque tout blanc. Il a du noir seulement sur toute la tête et au bout des pattes. Celui qui est à ta gauche, c'est l'inverse. Il est principalement noir avec du blanc sur toute la tête, à l'extrémité de la queue et sur une petite tache sur le dos. Ces 2 bouvillons sont les seules personnes de ton espèce avec qui tu peux facilement échanger tes émotions. Tu entends aussi ceux qui sont à peine plus loin. Mais comme ils sont très souvent masqués par tes 2 proches voisins, tu ne vois pas leur langage gestuel et leurs phéromones se mélangent avec celles de tous les prisonniers du camp dans une indéchiffrable cacophonie olfactive. Tête Noire pleure encore sa mère. Tête Blanche garde le silence, mais son odeur dit qu'il est mal. Le manque de fer se fait sentir de plus en plus. Tout a été prévu dans cette usine d'engraissement. Vos petites prisons sont dépourvues de tout objet ferreux accessible que vous pourriez lécher pour réduire votre anémie. Car le but est de diminuer le nombre de vos globules rouges, afin de pâlir votre chair. Tu as 1 mois. Au rythme de 800 grammes par 24 heures, tu as dépassé les 66 kilos. Vos journées sont faites de tortures physiques et morales sur un fond d'éternel ennui. Comme les autres ici, tu as oublié ta mère. Tu ne sais pas que c'était ta mère. Tu n'avais pas eu le temps de concevoir quelque concept que ce soit de ce genre à son sujet. Ses premiers coups de langue, les caresses de son museau, le souffle tiède de ses narines et son odeur rassurante t'ont cruellement, terriblement, dramatiquement manqué. Cela, tu le sais. Mais à présent, c'est le fer qui vous manque le plus à tous. Même Tête Noire ne pleure plus sa mère, tant sa carence le torture. Tête Blanche s'est foulé la patte avant gauche en essayant de franchir son enclos. Cette foulure le fait souffrir, mais pas plus que la privation de fer. Tu as 6 semaines, et tu pèses presque 80 kilos, quand un nouvel événement douloureux va rompre la monotonie de ta vie. La grille galvanisée, qui vous enferme dans moins de 2 mètres carrés, comporte une ouverture, appelée cornadis. Elle vous permet de passer la tête pour manger dans l'auge fixée à l'extérieur. Ce matin, sur ta gauche, tu observes la distribution de nourriture qui ne se déroule pas comme d'habitude. Elle dure plus longtemps, et elle est accompagnée de quelques meuglements et de phéromones de stress. Les 2 employés que tu as l'habitude de voir se rapprochent étrangement lentement. Ils restent entre 10 minutes et 1/4 d'heure devant chaque prisonnier. Depuis un moment déjà, tu distingues bien les 2 hommes. Outre qu'ils n'ont pas la même odeur, l'un est grand et mince.
L'autre est plus petit et porte des lunettes au verre très épais qui lui font de gros yeux. Grand et mince n'est pas souvent brutal. Cela lui arrive quand il est stressé par son travail, mais c'est assez rare. Gros yeux, en revanche, a la manie de vous gifler par pur plaisir, cet acte étant souvent suivi d'un éclat de rire. Quand ils arrivent devant Tête Blanche, tu les vois remplir son auge de nourriture. Mais ton compagnon d'infortune ne se précipite pas dessus. Il semble se méfier. Grand et mince secoue le récipient. Ce geste attire irrésistiblement Tête Blanche qui se passe le cou dans le cornadis. Gros yeux manipule un dispositif pour bloquer la tête du bouvillon qui ne peut plus reculer. Grand et mince ajoute alors un licol puis un anneau qui fait le tour du petit museau blanc. L'enfant est ainsi incapable de bouger le crâne. Tu distingues mal ce qui survient ensuite, car Gros yeux te cache la vue. Tu entends les sabots de Tête Blanche qui trépignent sur le sol et la grille qui s'agite. Tu sens une odeur de brûlé assez forte. Cela dure 10 minutes pendant lesquelles la peur accélère les battements de ton cœur. Ils sont à présent devant toi. Tu recules jusqu'au fond de ton minuscule box. Secouer l'auge pleine ne te fait pas avancer. Alors, Grand et mince t'enfonce une pince mouchette dans les naseaux. C'est une sorte de tenaille qui te serre la cloison nasale. Cet instrument de contention est relié à une corde que l'homme passe dans le cornadus avant de tirer dessus. Résister te ferait trop mal. L'expression « menée par le bout du nez » vient-elle de là? Qui sait? Toujours est-il que tu n'as d'autre choix que celui d'engager docilement le cou dans l'ouverture de la grille. « Allez, le panda, c'est à toi !» dit Gros yeux. C'est la deuxième et dernière fois de ta vie qu'un être humain s'adresse directement à toi. Il te bloque la tête avec les mêmes dispositifs utilisés contre Tête Blanche. Tu as peur. Ce qui se déroule ensuite est hors de ta vue, car cela se passe sur ton crâne. À l'aide d'une tondeuse, on te rase de saillies naissantes, à droite et à gauche, au-dessus de ton front. Cela fait, on se sert d'un écorneur thermique à gaz pour cautériser ces petits bourgeons qui ne deviendront jamais des cornes. C'est douloureux. Tu comprends pourquoi Tête Blanche se débattait, criait et mettait des phéromones de souffrance que l'odeur de brûlé pourtant très forte n'arrivait pas à couvrir. Il est recommandé d'avoir recours à un anesthésiant local pour procéder à cette mutilation. Mais ce produit n'est pas gratuit et en faire usage implique une perte de temps supplémentaire, qui engendre également un coût. Alors, on le fait toujours à vif, car après tout, le lion mange la gazelle. Les hommes te libèrent. Gros yeux te gifle en ricanant. « Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça, » lui dit Grand et mince. « C'est plus fort que moi, ça me détend, » répond Gros yeux. « On se fait tellement chier dans ce travail de merde que j'ai besoin de rire. » Ils s'en vont en direction de Tête Noire, qui se demande à son tour avec inquiétude ce qu'ils font. Toi, tu secoues la tête, comme si tu espérais te débarrasser de ces deux brûlures. La douleur s'estompera lentement, mais elle durera une dizaine d'heures. Tu aurais pu être un beau taureau, grand, fier, fort et bien armé. Tu ne seras qu'un infirme docile, une machine à viande, rien d'autre. Ta testostérone et tes cornes étaient un problème pour la fonction qu'on te donne, pour l'usage auquel ton corps est destiné. Il faut te faire à cette idée. Ce corps, tu l'habites, car tu es né dedans, mais ce n'est pas le tien. Tu n'as aucun pouvoir sur lui, tu n'en possèdes même pas l'usufruit. Il appartient à l'humanité qui en fera ce qu'elle veut jusqu'à ta mort, et surtout après. Tu n'es rien d'autre qu'une ressource qui sera transformée en viande cellophanée, en chaussures, en portefeuille, en ceinture, en canapé, en sac d'engrais. Tu es déjà ces objets en devenir. La générale venait, pour ainsi dire, à peine de sortir. Respectueusement saluée par ceux qui montaient la garde à l'extérieur, elle avait franchi la porte du local Prima 16 depuis moins de 4 secondes. Sans se douter que pendant ce court laps de temps le colonel avait vécu plusieurs mois de sa vie bovine, elle continua à s'éloigner du bâtiment pour être à bonne distance des éventuelles oreilles inopportunes, afin d'appeler quelqu'un en toute discrétion à l'aide de son téléphone chiffré. Quand votre carence vous fait trop souffrir, vous essayez de boire votre propre urine qui contient un peu de fer. Mais ce n'est pas facile, car vous avez suffisamment grandi pour que cela vous empêche de vous retourner sur vous-même dans vos geôles trop exiguës. À l'âge de 2 mois, on t'enlève de ta minuscule prison pour te placer dans un enclos avec des enfants de ton âge. Vous êtes tassés les uns contre les autres. La place allouée à chacun d'entre vous n'est que d'1,5 mètre.
Vous partagez votre tourment en meuglant de frayeur. Heureusement, parmi tous ces inconnus qui se bousculent, tu retrouves par miracle Tête Noire et Tête Blanche. Le temps passe. La vie est rythmée par la distribution de nourriture. Celle-ci a été progressivement, mais rapidement, transformée pour remplacer le lait par du fourrage. La production laitière étant principalement réservée à la consommation humaine. Les nuits sont éprouvantes. Le sommeil n'est jamais profond sur ce sol dur et souillé d'excréments. Il y a si peu de place qu'il est impossible de bouger sans réveiller quelqu'un. Et le manque de fer. Toujours le manque de fer. Tu as 6 mois et tu pèses 190 kilos. Les douleurs de la castration et les cornages ne sont plus que des souvenirs. Tête Blanche n'a plus mal à la patte avant gauche. Ton existence n'est qu'un fardeau de monotonie et de souffrance due au manque de fer. À part les barreaux de votre enclos, il n'y a rien dans ton nanomonde surpeuplé, rien pour te distraire. Tête Blanche et Tête Noire se languissent d'ennui autant que toi. Tu restes tant que possible près de tes 2 amis, mais tu as fait la connaissance d'autres veaux de ton âge. Aucun ne semble s'amuser davantage. Le déroulement des journées est monotone. Des hommes passent en coup de vent pour donner à manger, à boire et enlever les déjections, ou faire quelques manipulations mystérieuses. Les gifles de gros yeux. En haut, tout au-dessus de toi, c'est tantôt bleu vierge, tantôt avec des choses blanches qui bougent et se déforment lentement, tantôt gris, tantôt noir. Les phénomènes météo sont heureusement là pour offrir un peu de changement. Vent, plus ou moins fort, pluie, plus ou moins drue, et même une fois un peu de neige. Parfois un véhicule s'arrête pour apporter de nouveaux bébés dans le camp d'engraissement. À d'autres moments, un camion emporte certains des tiens qui sont plus grands que toi. Ces événements se passent presque toujours hors de ta vue. Mais tu entends les meuglements apeurés. Tu n'as visuellement assisté à un de ces embarquements qu'une seule fois. Des hommes utilisaient des aiguillons électriques pour forcer des veaux à entrer dans la benne, en gravissant une passerelle inclinée. Tremblant sur leurs 4 pattes inexpérimentées, ils étaient si effrayés. Tête Noire et Tête Blanche étaient aussi mal que toi. Vous n'avez pas oublié, mais vous évitez d'y penser. C'est tout. Aucun autre événement ne se produit. La vie n'a pas plus de saveur que la nourriture. Elle n'est que souffrance et désœuvrement. Tu as aujourd'hui 13 mois. Tu pèses 365 kilos. Gros yeux ne te gifle plus depuis longtemps déjà. Cela ne l'amuse plus parce que ta tête ne bouge plus sous l'impact. Il frappe les joues des bébés nouvellement arrivés dans leur box. Vous êtes 21 à avoir le même âge et un poids comparable. On vous a regroupé par date de naissance afin de faciliter le travail de ceux qui viennent vous chercher pour vous conduire à l'abattoir. Un grand camion s'arrête à une 50aine de mètres devant toi. 2 homo sapiens que tu n'as jamais vus en descendent, une femelle et un mâle. Il et elle sont accueillis par gros yeux. Il serre la main des 2 inconnus. La femme presse un bouton sur le côté du véhicule. Ceci a pour effet de faire basculer tout le plan arrière qui s'ouvre, comme une mâchoire inférieure, jusqu'à reposer sur le sol. Cette surface forme ainsi une passerelle inclinée. Toi, au-dessus de la grille qui vous emprisonne, tu considères ce qui arrive avec une inquiétude grandissante. Tu échanges des regards avec Tête Noire et Tête Blanche qui sont manifestement dans le même état d'anxiété que toi. Les 3 homo sapiens disparaissent de ta vue, mais ils reviennent vite. Gros yeux et la femme remorquent chacun un de tes congénères par le nez, à l'aide d'une pince-mouchette reliée à une tringle. Ce dispositif leur permet tout autant de tirer que de pousser sur le côté. L'homme inconnu les accompagne, une sorte de bâton dans la main droite qui est en fait un aiguillon électrique. Les 2 enfants bovins roulent des yeux effrayés et gémissent de douleur. Les naseaux sont si sensibles. Ils avancent gauchement comme s'ils n'avaient encore jamais eu l'occasion de se servir de leurs jambes. Et pour cause. La bétaillère est à une centaine de mètres de l'endroit qu'ils n'ont presque jamais quitté. Durant leur existence, ils ont rarement accompli plus de 10 pas. Se déplacer sur cette distance est pour eux une longue marche, la plus longue de leur misérable vie en tout cas. Ils sont conduits devant la passerelle inclinée. En les tirant par les naseaux et en les poussant à coups d'aiguillon électrique, on les force à monter dans le camion. Quand vient ton tour, Gros Yeux te pince le nez avec la mouchette et ouvre simplement la grille à travers laquelle tu as regardé l'extérieur durant la majeure partie de ton existence. Voir disparaître soudainement ce composant immuable de ton champ de vision,
et des gens soient un événement surréaliste. L'idée qu'un élément du monde aussi présent puisse s'effacer n'avait jamais effleuré ton esprit. Cela n'est pas dû à l'insuffisance de tes facultés cognitives de bovin. Humain, au même âge, dans un cadre pareillement sclérosant, tu n'eusses pas fait mieux. Tu n'as malheureusement pas le temps d'aiguiser ton intelligence avec cette expérience stimulante. Tu ne peux que suivre ton nez pour limiter la douleur. Tête Noire est devant, sur la passerelle. Il tremble autant que toi. Sa terreur exhale aussi fort que la tienne et son cœur bat aussi vite que le tien. Ses sabots glissent sur le plan incliné, comme les 15 autres déjà à l'intérieur. Tête Noire finit par entrer. La femme te tire par le nez et l'homme t'envoie des décharges sur la croupe. Tu n'avais jamais senti l'aiguillon électrique. Il t'inspire tellement de crainte que tu as l'impression que c'est la mort même qui te touche. Derrière toi, Tête Blanche est également dans les affres de la terreur. Tes 4 jambes tremblent autant sous l'effort exceptionnel qu'on leur impose qu'à cause de la peur. Mais tu entres toi aussi dans le camion. Gros-Yeux te libère de la pince mouchette. Les autres sont tassés au fond. Tu vas les rejoindre et tu te retournes pour regarder le suivant monter. Comme toi, il ne s'en sort pas trop mal. Le prochain est Tête Blanche. Au milieu de la passerelle, le pauvre patine, tombe sur le flanc et glisse jusqu'au sol. En colère, Gros-Yeux éructe des jurons et l'oblige à se relever en lui soulevant le museau par le nez avec la pince mouchette. Tête Blanche meugle sa douleur et sa terreur. Ses efforts désespérés le remettent sur pied. Pour le coup, il parvient à monter le plan incliné et vient vous rejoindre. Tu sens coule de ses naseaux en partie déchirés. Il grelotte tellement sur ses pattes épuisées qu'il manque plusieurs fois de perdre l'équilibre. Tête baissée, il regarde les taches rouges sur le sol de la benne qui goûte de ses narines et pleure comme un enfant. Car c'est un enfant. Vous êtes tous des enfants qui n'ont rien vécu de toute leur courte vie dans un espace contenant à peine leur corps. Vous ne connaissez rien parce que vous n'avez rien appris. Arrachés à votre mère, castrés, désarmés, anémiés, maltraités, vous ne songez pas à vous révolter ou à vous défendre. Et de toute façon, vous ne savez pas que votre sort est inique, puisque justement vous ne savez rien. Aucun élément n'a porté à votre conscience le sentiment de l'injustice dont vous êtes victime. Pour vous, l'existence est ainsi faite, c'est tout. Les mouvements désordonnés que faisait inconsciemment le colonel durant l'emprise mentale l'avaient fait tomber du lit. Il n'eut pas le temps de s'en rendre compte, car le train d'engrammes qui pénétrait son esprit ne cessa qu'une demi-seconde avant de reprendre. Quand le camion démarre, vous êtes 21 dans la benne, compressés les uns sur les autres, plus compressés encore que d'habitude. Tu connais les autres à présent, mais tu préfères toujours la compagnie de Tête Noire et Tête Blanche qui sont près de toi. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe, mais vous devinez que cela n'augure rien de bon. Si vous le devinez, ce n'est pas par instinct, comme aiment le croire les homo sapiens qui ne veulent prêter aucune intelligence aux animaux non humains. Vous le savez simplement parce que, depuis les manifestations de tendresse de votre mère, rien de bon ne vous est jamais arrivé. Votre conception de l'existence est donc que tout nouvel événement ne peut être que funeste. Et, cette fois encore, la dernière, vous avez malheureusement raison. Le voyage puis l'attente dans la zone de stabulation ont été une épuisante et effrayante épreuve. Dans le couloir de la mort, Tête Blanche est devant toi, Tête Noire est derrière. Ce n'est pas une coïncidence. Tu te débrouilles toujours pour demeurer entre eux. Ta mère a perdu la vie au bout de ce chemin, il y a 6 mois. Elle a marché entre ces murs. Ses 3 premiers enfants étaient des femelles. Elles sont destinées à produire du lait avant de finir à leur tour dans ce même enfer. Tu es son dernier petit. Tout cela, tu ne peux pas t'en douter, bien entendu. Tes connaissances sont aussi réduites que l'espace dans lequel tu as survécu. 2 homo sapiens vous électrocutent pour vous faire avancer vers la fin. Vous savez ce qui vous attend. L'odeur du sang qui sature tout est un message clair. Vous n'avez pas appris ce qu'est la mort. Pourtant, vous la redoutez. Tous les sentients ont peur de la fin. C'est une épouvante innée. Les humains l'appellent instinct de conservation. La peur de perdre la vie, aussi misérable soit-elle, est la plus grande des terreurs. À force de décharges électriques, Tête Blanche est entrée dans le box de contention. Par chance,
Par bonheur même, le matador lui traverse le crâne au bon endroit. C'est fini pour lui. Tu as senti sa mort. En fait, il serait plus juste de dire que tu ne sens plus sa vie. Tu n'entends plus sa voix qui meugle sa détresse, et rapidement l'odeur de sa peur est emportée par celle de son sang. Quand vient ton tour, tu es moins chanceux que Tête Blanche, mais beaucoup plus que ta mère. Le matador te fracture une partie du crâne sans t'étourdir. La souffrance est insoutenable, mais le deuxième coup fatal survint heureusement assez vite pour te faire perdre conscience. Ayant entendu le hurlement du bovin numéro 3388, celui qui ressemblait à un panda, Tête Noire avait été assailli par des tremblements morbides d'une telle ampleur qu'il était tombé. Ses jambes agitées de convulsions avaient eu du mal à le remettre debout. Il avait vu son frère d'infortune, qui le précédait de quelques secondes dans leur destin commun, pendu par une patte arrière. Il avait vu l'employé lui ouvrir la gorge. Il avait vu le sang gicler au rythme des derniers battements du cœur et s'épandre. Sans attendre, le prochain ouvrier de la chaîne avait commencé à découper le cadavre en morceaux. Objet, il avait toujours été pour l'espèce dominante. Objet, il était devenu de fait. Objets en vente, il était ensuite devenu. Comme sa mère, et comme tous les siens.